Nous sommes mercredi 28 novembre. Merci de votre présence. Bonjour à tous. Le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO au Mali a été reçu par le président de la République par intérim. Au cours de cette audience, il a été question du compte-rendu de la rencontre d'Abuja au Nigeria et du rapport envoyé pour approbation des Nations Unies pour la libération des régions du nord du Mali. Écoutons Cheka Aboudou Touré à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. C'est à la demande du président de la commission de la CEDEAO qui a souhaité que je puisse rencontrer monsieur le président par intérim pour faire un peu le point de la situation, particulièrement après le sommet d'Abuja qui a vu l'adoption à l'unanimité du CONOPS pour l'intervention éventuelle dans le nord du Mali. Ce CONOPS, comme vous le savez, nous l'avons présenté au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 13 novembre passé. Le Conseil l'a accueilli favorablement et il a même été transmis au secrétaire général des Nations Unies. Et Monsieur le Président nous a rassuré qu'il partageait la plupart des questionnements, des concertations qui sont envisagées devraient aider les autorités à mettre en place des organes qui devraient faciliter ce vaste dialogue qui est souhaité, voulu par la communauté internationale. Et je dois le dire, qui est devenu même pratiquement une exigence de la communauté internationale avant toute intervention dans le nord du Mali. Et la guerre n'est pas une fin en soi. Et le président nous a rassuré que ce dialogue va s'organiser, mais à condition que nous ayons des principes très clairs qui heureusement sont partagés avec la communauté internationale de la CEDEAO, à savoir l'intégrité territoriale, l'unicité du Mali et la laïcité de l'État malien. Je crois qu'à partir de ces bases, pour le reste, on peut en parler. Il y a une certaine presse qui parle de septembre 2013 pour d'éventuelles attaques et la population attend. Je ne pense pas que l'intervention militaire soit un absolu voulu par tout le monde. Au contraire, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse régler le problème du Mali sans utiliser les armes. Et je pense que ça a été toujours la position de la CEDEAO. Et dans les mécanismes de prévention, de gestion des conflits, si la médiation a été mise en place, c'est parce qu'au niveau de la CEDEAO, on estime que jamais il faut envisager autre solution lorsqu'on n'a pas épuisé les vertus du dialogue, les vertus de la concertation, les vertus de l'entente politique. Depuis lundi, le Premier ministre est à Paris pour rencontrer les autorités françaises par rapport à la situation de notre pays. À l'issue de ces rencontres, Dr Cheikh Modibo Diarra a accordé un entretien à Maramfi Konaté. Les raisons de sa visite à Paris, l'audience accordée au MNLA par les autorités françaises et la question de l'intervention militaire ont été entre autres questions abordées. Suivons cet entretien. Vous savez, l'objectif de la rencontre n'a pas strictement quelque chose n'est pas motivé, si vous voulez bien, par la visite du MNLA. C'est une visite que j'ai entreprise justement et je vais faire ça dans plusieurs pays pour voir tous les partenaires qui sont en train de soutenir la République du Mali dans sa quête d'une résolution des Nations Unies en vue du déploiement, n'est-ce pas, des forces. Donc c'est dans ce contexte plutôt que je suis venu rendre visite, n'est-ce pas, à nos amis en France ici. Et nous en avons profité évidemment pour toucher à tous les points de l'actualité, y compris le fait que la communauté est vraiment désolée et que le gouvernement du Mali et le peuple malien condamnent avec la plus grande fermeté l'enlèvement de M. Rodriguez Lal. Donc tout ça, c'était des messages qu'il fallait passer et nous avons profité de l'occasion évidemment pour toucher à tous les points qui touchent la vie du pays. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la France est toujours disposée à soutenir l'intervention militaire? Moi, je vois toujours la même disponibilité, la même fermeté dans la position et l'engagement de la France aux côtés du Mali. Je ne vois aucune hésitation ni aucun changement. Donc, essayons d'éviter de sauter à des conclusions, parce que Prodi a fait une déclaration disant
que les préparatifs concernant l'armée malienne vont faire en sorte que le plus tôt une intervention va avoir lieu sera au mois de septembre. Mais nous avons également entendu, n'est-ce pas, le gouvernement du Nigeria qui dit que dès que nous allons obtenir la résolution des Nations Unies pour un déploiement militaire au Mali, que le Nigeria était prêt à mettre à la disposition du Mali toute son armée. Et nous avons la disponibilité de pays tels que l'Afrique du Sud qui ont dit qu'ils étaient prêts à nous aider. Et il s'agit probablement de mettre les choses dans leur contexte. Et donc, voilà ce que l'envoyé spécial Prodi a dit ne représente aucunement les vues de la France, ne représente aucunement les vues du Mali, ne représente probablement pas les vues des différents partenaires qui sont réunis. Et il avait fait d'autres déclarations telles que le fait que les Touaregs soient une minorité marginalisée au Mali. Ça, ce sont des déclarations qui ne reflètent pas non plus la réalité. Donc, il faut nous abstenir de prendre les commentaires d'une personne, même si cette personne est envoyée spéciale, et de là-bas de tirer des conclusions qui vont dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Justement, M. le Premier ministre, cette question du MNLA, aujourd'hui, elle semble prendre de l'envol sur la scène internationale. Le MNLA devient de plus en plus fréquentable. Pourtant, le MNLA a affiché clairement sa volonté d'indépendance. Le MNLA n'est pas devenu plus fréquentable. Le MNLA est en train de se faire convoquer par toute la communauté internationale pour faire comprendre au MNLA justement que leurs demandes ne seront jamais acceptables et donc leur dire qu'il faudrait qu'ils annoncent publiquement et de façon indépendante le fait qu'ils renoncent à leur velléité d'indépendance ou même d'autonomie, qu'ils renoncent à la violence vis-à-vis du gouvernement du Mali. Voilà, c'était là le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, en visite à Paris. Il était au micro de Maganfin Konaté. En Côte d'Ivoire, la filiale cacao est en perte de vitesse. Manque d'intrants, coût trop élevé de la main-d'œuvre, infrastructures dégradées, autant de problèmes qui pèsent sur les revenus des producteurs. Les producteurs ivoiriens de cacao ont le blues. Malgré leurs efforts, la filière est en perte de vitesse et les revenus avec. Ici, dans la région d'Aboisseau, ils touchent 725 francs CFA le kilo contre 900 à 1500 au Ghana voisin. Manque d'intrants, coût trop élevé de la main-d'œuvre, infrastructures dégradées pèsent sur les planteurs. Le cacao ne nourrit pas son homme. Oui. Actuellement, je vais vous dire qu'il y a des planteurs qui sont prêts à découper les pieds de cacao pour mettre le verculture dans leur plantation. À cela s'ajoute le racket, organisé par les hommes en uniforme. À chaque barrage, c'est 2000 francs CFA sous peine de rester bloqué pendant des heures. Nous constatons que quand tu prends le produit du siège de la SOCAP jusqu'à Abidjan, tu peux dépenser au moins 30 à 40 000. Alors c'est ce qui a été, l'État a dit que c'est supprimé, quand nous constatons ce fait. Si tu ne payes pas, ton véhicule est garé pendant près de des heures, et tu attends, et ton partenaire à l'usine t'attend. Conscientes du problème, les autorités ont créé une unité spéciale pour lutter contre ce phénomène. Nous ne serons plus à la phase de sensibilisation. C'est dit maintenant, ce serait à la phase de la répression. On vient de nous donner des numéros verts que nous venons de distribuer à nos présidents de coopératives et nous pensons que ça va quand même effrayer certains. Désormais, seuls 33 barrages officiels répartis sur l'ensemble du territoire ont une mission strictement sécuritaire et n'ont aucun droit pour prélever des taxes et autres péages. Du respect de ces consignes dépend le renouveau de la filière cacao dans le pays. À Ramallah, en Palestine, des experts internationaux ont procédé à des prélèvements sur la dépouille de Yasser Arafat. Cette exhumation intervient 8 ans après la mort du dirigeant palestinien. Ils recherchent les traces d'un éventuel empoisonnement. C'est une opération qui se fait dans la plus grande discrétion à Ramallah. Très tôt ce matin, des experts internationaux ont procédé à des prélèvements sur la dépouille de Yasser Arafat. Cette exhumation intervient 8 ans après la mort du dirigeant palestinien. Les causes de son décès n'ont jamais été clairement annoncées.
C'est une affaire extrêmement importante et il faut absolument connaître les raisons de la mort de ce symbole de la cause palestinienne et du peuple palestinien. Exhumer son corps après de longues années ne servira à rien, d'autant qu'il n'y a aucune justice dans le monde qui nous permettra de connaître la vérité. Que les hôpitaux en France vérifient les analyses qu'ils ont. Ils sauront si Arafat a été ou non empoisonné. Arafat a-t-il été empoisonné? Première rumeur à l'annonce de sa mort dans un hôpital en France, quelques jours après son évacuation en urgence de Ramallah. Depuis, pas de précision, pas d'autopsie. L'affaire est relancée l'été dernier après la découverte de traces de polonium, une substance radioactive sur les effets personnels d'Arafat. Sa veuve porte plainte en France et l'enquête est lancée. Il faudra attendre désormais plusieurs semaines avant de connaître les premiers résultats. L'actualité en bref avec cette série d'attaques au nord de l'Irak. 3 voitures piégées et plusieurs bombes ont explosé. Le bilan est de 6 morts. Mais d'abord en Égypte, grande manifestation après la décision du président Morsi de maintenir le décret qui lui accorde des pouvoirs élargis. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. La mobilisation continue en Égypte après la décision de Mohamed Morsi de maintenir le décret qui lui accorde des pouvoirs élargis. Les frères musulmans qui avaient appelé à une manifestation de soutien au président ont fait marche arrière pour éviter les affrontements. Cette crise, la plus grave depuis l'élection présidentielle de juin, a déjà fait 2 morts et plus de 450 blessés. Pour de nombreux Égyptiens, ce décret est la porte ouverte à une dérive dictatoriale. 6 morts. C'est le bilan de la série d'attaques qui a frappé la ville pétrolière de Kirkouk, au nord de l'Irak. 3 voitures piégées et plusieurs bombes ont explosé. Ces violences interviennent dans un contexte tendu entre Bagdad et le Kurdistan autonome. En jeu, le contrôle de la ressource pétrolière. C'est une bouffée d'oxygène pour la Grèce. La nuit dernière, après 13 heures de réunion, le FMI et la zone ont accouché dans la douleur d'un accord qui devrait permettre à la Grèce d'éviter la faillite. Il prévoit un allègement de la dette d'ici à 2020. L'Europe va aussi décaisser un prêt de plus de 40 milliards d'euros, bloqué depuis des semaines. Premier versement attendu le mois prochain. Comment répartir les revenus du pétrole? La question fait débat au Brésil où d'énormes gisements ont été découverts sous la mer. Un projet de loi controversé prévoit une répartition équitable des revenus entre les 27 États de la fédération. Les États producteurs, eux, se disent lésés. Rio, par exemple, estime que le manque à gagner menace l'organisation du mondial et des Jeux olympiques. Les manifestants demandent à la présidente de mettre un veto à ce projet. Retour au Mali, direction la 5e région, à Mopti précisément, où le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement a tenu une réunion de restitution et de validation citée sur les résultats des travaux des commissions du CROCSAD sur certains documents relatifs aux stratégies et programmes de développement au niveau de la région de Mopti. Yacouba Maïga, correspondance. C'est un ensemble de documents qui constituent comme support d'orientation pour le développement de la région de Mopti qui ont fait l'objet de discussions et de validations par les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Ce cadre de concertation est chargé singulièrement de donner un avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau régional et veiller à la cohérence de leur mise en œuvre. Les résultats auxquels les différentes commissions sont parvenues lors de leurs travaux seront déterminants dans le choix des actions et investissements à inscrire en priorité des actions de développement de la région de Mopti. Vous savez que la coopération suisse appuie bien la région dans le cadre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'économie locale. Donc il est bon que les commissions se prononcent sur ces documents-là, qu'on passe le point de la mise en œuvre de ces documents-là. Nous avons connu une campagne agricole dernière très mauvaise. Cette année, Dieu merci, la campagne est prometteuse, mais il est bon qu'on analyse la situation et qu'on regarde quelles sont les dispositions à prendre pour permettre à la région d'avoir une sécurité alimentaire durable.
Un mot de littérature, publication de 6 ouvrages par le Centre de recherche et d'édition La Sahélienne. Ces ouvrages évoquent la crise politique et sécuritaire du Mali. Ces œuvres sont des réalisations de 13 écrivains maliens à l'initiative du mouvement Mali Valeurs. La cérémonie de présentation des œuvres s'est déroulée en présence de notre reporter Tchemoro Konati. L'année 2012, une année propice en production littéraire, en témoignent ces 6 ouvrages publiés par le mouvement Mali Valeurs à travers le centre d'édition La Sahélienne. Ces ouvrages s'intitulent Le patriote et les djihadistes, L'occupation du nord du Mali, Les indignés de Kati, Justice transitionnelle et paix durable, Réplique et enfin Petit chrono de la crise sécuritaire et institutionnelle. La série d'ouvrages réalisés par 13 écrivains maliens a pour nom Regard sur une crise. Chaque document s'intéresse à un domaine bien déterminé. À titre d'exemple, Justice transitionnelle et paix durable sollicite un recours à la Cour pénale internationale pour la poursuite des auteurs des actes préjudiciables commis dans le septentrion pendant cette crise. Par la réalisation de ces ouvrages, le mouvement Mali Valeurs vise un objectif. L'objectif, le but visé par le mouvement Mali Valeurs, c'est de faire en sorte que s'arrête une forme de démission intellectuelle. Les acteurs politiques sont démis par la classe politique de la sous-région, chef d'État en tête, par des journalistes, analystes, éditorialistes, et comme on dit, qui parlent en lieu et place de vous, nos confrères maliens. Les membres du mouvement et les auteurs de ce document entendent continuer sur cette lancée au bonheur des générations futures. Sport football, le Djeliba AC a gagné hier après-midi Bamako en provenance du Congo. Il avait pris part à la finale retour de la Coupe de la Confédération. En dépit de leur défaite, les Rouges de Bamako ont reçu un accueil chaleureux de la part de leurs supporters à leur descente d'avion à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Al-Jumatina était aussi à l'aéroport sans reportage. Ils sont de retour au Bercail. Il s'agit des vice-champions de la Coupe de la Confédération. 16h25, Air Mauritanie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À bord, les officiels et l'équipe du Djeliba Athletic Club. Malgré leur défaite face à AC Leopard du Congo-Brazzaville, les supporters de Heremakono n'ont pas failli à leur devoir. Ils sont venus en nombre pour réserver aux joueurs du Djeliba AC un accueil chaleureux, avec le sentiment de devoir accompli, tant bien dans la victoire et dans la défaite. Les supporters sont là, vous les voyez. Dans la défaite ou dans la victoire, nous sommes là et nous avons toujours été là. Nos jeunes se sont battus jusqu'au bout. Je vous rassure que le Djeliba aura une Coupe d'Afrique. Ayant raté de peu la Coupe de la Confédération, leur rêve, les joueurs de l'Ibis se sentent plus motivés et ragaillardis par ces gestes des supporters à leur égard. Ça me fait chaud au cœur. En les voyant ici après notre défaite, on ne peut que les remercier beaucoup. Cet accueil-là nous vient directement au cœur. Et que franchement, qu'on est désolé après notre contre-performance là-bas. Mais on va essayer de faire encore plus la saison prochaine. Et je pense qu'on a fait quelque chose de positif là-bas parce qu'on est arrivé jusqu'en finale. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on prenne la coupe. C'est comme ça les sports. On va se remettre en cause pour prochainement. C'est au rythme des sons, chants et danses que les supporters ont accompagné l'équipe jusqu'à Heremakono, 6 à Torokorobougou. Oui, beaucoup de joie. La grande édition, c'est à 20h avec Deïssi Soko. Demain, les éditions de 10h et de 13h vous seront présentées par Amadou Sankaré. Votre feuilleton, c'est tout à l'heure. Bon appétit et merci à vous qui nous suivez de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci.